Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ma chronique hebdomadaire BD. Pour les gens qui me regardent la première fois, je vais vous donner le concept de mes chroniques. Je parle de BD majoritairement, mais ça arrive également que je parle de romans, qui sont tous disponibles à la bibliothèque François Hertel au Cégep de la Pocatière dans lequel je travaille. Alors, c'est tous des livres qui sont disponibles pour le grand public. Alors, vous n'avez seulement qu'à venir nous voir puis à payer une petite contribution par année pour les gens qui ne sont pas étudiants. Et vous avez la possibilité de venir les emprunter ou venir les regarder. Et ce sont tous des BD, j'espère, qui sont également disponibles dans les bibliothèques municipales proches de chez vous. Et ils sont facilement trouvables dans n'importe quelle librairie. Et je vous rappelle que mes chroniques sont en direct, alors il n'y aura pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas de trucs qui vont apparaître, il n'y aura pas de feu d'artifice. Ce n'est que moi et vous. Alors, comme c'est en direct, je vais bien entendu répondre à vos questions, vos commentaires, vos suggestions, vos salutations. Alors, des fois, ça peut paraître un peu décousu, mais c'est comme ça. Alors, moi, j'aime beaucoup le direct parce que ça me permet de parler avec vous. Alors, pour moi, ça, c'est excessivement important. Puis avant tout, c'est pour ça que je le fais. C'est pour vous parler de BD, mais c'est également de parler avec vous. Alors, 4 petites BD. J'avais annoncé 3, j'en ai rajouté une. Alors, c'était un bonus. Je peux pas faire, je pouvais pas en parler. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, il y a mon ami Yann qui me dit salut Marc. Alors, salut Yann. François qui me dit cool, j'écoute et je bosse en même temps. Yes, alors c'est super. Ça, c'est le fun de pouvoir faire les deux en même temps. Hey, j'ai plein de trucs. D'ailleurs, François, je commence à vous découvrir un peu. Je m'excuse, je vous tutoie, non, mais ce que vous avez fait dans le passé, ce que vous faites, ce que vous mettez sur Facebook, et c'est très, très, très beau. Alors, continuez de vous montrer des choses. 4 petites BD, carrément, vraiment à l'opposé. Alors, il y a Valérie qui nous dit coucou. Alors, coucou Valérie, très heureux que vous soyez avec moi. Je commence par Star Wars, La Citadelle Hurlante. Qui est un beau mélange. Je vous dirais que, je l'ai dit, Panini Comics font des merveilleuses BD de Star Wars, très grande qualité, c'est vraiment hardcover, c'est toujours bien fait selon moi, puis ça regroupe les petites BD qui sont faites, là. C'est vraiment comme un recueil, et puis on a toujours des belles histoires à l'intérieur de ça. Moi, j'adore ça, je suis un fan de Star Wars, je suis un réel fan de Star Wars depuis ma jeunesse. Et puis, moi, je l'ai toujours dit, Star Wars, les films, c'est le dessus de l'univers. Et il y a tous les romans, tout ce qui est canon, qui est en dessous, un peu comme un iceberg. Et pour avoir un ensemble du tout, il faut réellement prendre l'effort, faire l'effort de lire ce qui a été fait. C'est le pari que Lucasfilm a décidé de faire. C'est un pari peut-être un peu risqué. Je me répète souvent, je le dis souvent, mais ça nous permet vraiment de voir les ramifications entre les différents films, surtout entre les différentes époques. Et c'est des trucs qui rentrent dans la ligne directrice de Star Wars. Alors ici, on a Bienvenue dans l'antre de la reine. Alors, je vais lire la 4e de couverture. Ça me permet de mettre mes lunettes, donc ça me permet aussi d'avoir l'air beaucoup plus intelligent que je le suis en réalité. Le docteur Alpha fait une proposition à Luke Skywalker. Le docteur Afra, c'est un archéologue spatial. J'ai déjà parlé dans sa BD. Personnage extrêmement intéressant. Personnage féminin fort, un genre d'Indiana Jones de l'espace. Elle est absolument géniale. Aucune confiance en elle. Elle ne pense qu'à elle, mais elle a un très bon fond. Elle ressemble beaucoup à Solo dans la composition de la psychologie du personnage, mais avec un petit côté plus sadique que Solo. Un très beau personnage qui a été inventé. Je ne sais pas par qui, il faudra que je vérifie, mais très, très, très beau personnage. Fait une proposition à Luke Skywalker que celui-ci ne peut refuser. Rencontrer la reine de la Citadelle Hurlante. La souveraine est la seule à pouvoir activer le cristal que possède Afra et qui contient tous les souvenirs d'un ancien Jedi. Retrouverez donc l'intégralité du crossover impliquant les séries Star Wars et Dr. Afra. Ce récit à l'ambiance horrifique est signé par Jason Aaron, qui est quand même pas un inconnu. Kieron Gillen, qui a travaillé, bien entendu, sur Dr. Afra. Marco Cicchito, Salvador Larrocha et Andrea Brocano au niveau du dessin. Je vous dirais que j'ai trouvé ça particulier parce qu'on a vraiment un petit côté horreur qui vient à l'intérieur de Star Wars. C'est rare qu'on voit ce côté-là. Alors, la reine, en tant que telle, est comme possédée par un parasite qui vient vraiment l'insérer dans son crâne. Et ça fait comme un genre de collectif.
Et elle se nourrit de ces sujets, mais là, se nourrit réellement de leur force vitale. Alors, on a un petit côté très Cthulhu à l'intérieur de cette BD-là, vraiment un petit côté horreur qu'on n'est pas habitué de voir dans Star Wars. On voit l'horreur de l'Empire, on voit l'horreur de la dictature et tout ça. Là, ça, c'est très politique, Star Wars, on le sait, mais ce côté-là, le film d'horreur-là, ce petit côté là, monstre, on le voit moins à l'intérieur de tout ça. Et bien entendu, tous les personnages principaux sont à l'intérieur de cette BD. On a Luke Skywalker et Dr. Aphra, qui sont les deux personnages principaux qui vont vraiment faire l'aventure. Encore une fois, on a un jeune Skywalker qui commence à découvrir ses pouvoirs, qui est encore excessivement naïf, bon enfant, c'est quelqu'un qui peut pas faire de mal à une mouche, on le connaît, c'est un fermier, c'est notre Luke Skywalker qu'on aime. Puis on a le Dr. Aphra qui est totalement l'opposé de Luke Skywalker, qui, elle, est vraiment là, sanguinaire, qui ne pense qu'à elle, qui ne pense qu'à la richesse, mais qui pense aussi à liquider ses dettes parce que oui, elle a énormément de dettes. Alors, elle fait ça avant tout pour elle. Mais au cours de l'histoire, bien entendu qu'elle va évoluer et son petit côté bon, son fond de bonne personne va ressortir à la surface et va venir en aide au personnage. On retrouve bien entendu Luke qui est à l'intérieur de ce personnage-là. Je l'ai dit, Han Solo est là. La princesse Leia est là également. Et puis, on a le nouveau duo de robots, qui est les deux robots tueurs de Dr. Aphra qui sont là, qui prennent la place de R2-D2 et de C3PO. Ils sont absolument pas complètement différents, mais le droïde de protocole de Dr. Aphra est absolument génial dans ses répliques. Il est sanguinaire, il est méchant, il est vraiment programmé pour la torture. Il change de côté comme ça lui tente. C'est un beau personnage, un beau droïde, tandis que le personnage, le droïde un peu plus R2-D2, là, lui, ce n'est que d'une machine d'armes. Il est bourré d'armes. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il brûle. Alors, c'est deux personnages qui viennent compléter la situation. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que ça nous a amené du neuf. Tu sais, ce petit côté possédé, Anne se fait posséder par un parasite et devient complètement soumis à la reine, le petit côté de Jedi de Luke qui contrôle pas encore ses pouvoirs, qui essaie réellement de sortir de cette situation-là, le retournement de situation, le cristal qui vient rajouter un petit élément de plus parce que Luke veut l'avoir pour pouvoir apprendre de ce supposé maître Jedi-là. On apprend dans l'histoire que c'est pas réellement un maître Jedi, là, c'est vraiment quelque chose d'autre. Alors, c'est super bien fait. Les dessins classiques, comique américain, très, très bien fait. La couleur, les décors, c'est bourré d'action. Je veux dire, des magnifiques couvertures, un magnifique solo d'ailleurs que je trouve. Hein, je trouve que le solo est excessivement bien dessiné. Je vais essayer de vous montrer le docteur Aphra, qui est réellement un de mes personnages favoris de la nouvelle mouture, et j'espère qu'on va la voir dans les versions cinématographiques parce que c'est un personnage excessivement intéressant à développer et puis je crois qu'elle pourrait amener quelque chose de bien. Alors c'est une belle BD. Je vous dirais que majoritairement c'est pas nécessairement pour les ultra fans de Star Wars. Ça se lit bien. Pour les gens qui ont écouté les films, vont se reconnaître à l'intérieur de tout ça. Pour les gens qui ont une connaissance plus accrue de l'univers étendu, c'est du bonbon parce qu'il y a vraiment beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de liens qui se font avec les différents films et les différentes époques. Alors, c'est chez Panini Comics, une très, très belle lecture. Alors, La Citadelle Hurlante, une très belle couverture d'ailleurs avec un magnifique Luke jeune qu'on voit là, à la fleur de l'âge et non comme on a vu dans le dernier épisode qui est un peu plus à la fin de l'âge. Je ferme ça parce que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes et là, je ne veux pas que ça bug. Parce que des fois, j'ai peur que ça bug. Mon ordinateur n'est pas super. Bon, je vais vous parler de ça. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est vraiment très spécial. C'est Bonne Cœur, c'est le numéro 1 de Christophe Beck au dessin et au éco-scénariste. Et Stéphane Beder, qui est également co-scénariste. C'est aux éditions Dupuis. C'est le tome 1 d'une série de 5 qui est Les Frontières interdites. À plus de 7000 mètres d'altitude, le Demarcatia est le dernier rempart entre le Verkinstock et le territoire des Irikins. Dans le bunker 37, le soldat Alexis Staskis
scrute le versant ennemi et attend l'offensive. Au-dessus de lui, dans la montagne, un ennemi autrement redoutable rôde. C'est très politique, c'est de la politico-fiction à l'intérieur de ça. Ah, il y a mon ami Ghislain qui m'a dit « Salut Marc ». Alors, salut Ghislain. Si vous avez des questions, des commentaires, on ne se gêne pas, hein, je suis là pour ça. Premièrement, j'adore Christophe Beck. Christophe Beck qui nous a donné un paquet de grandes séries puis qui va nous en donner encore. Cartaco, entre autres. Je pense également à Ça va m'en revenir, ça va Sanctuaire, qui est une superbe série. Prométhée également. Christophe Beck qui joue toujours dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'horreur, dans le domaine où ce qui va mélanger le petit côté conspiration gouvernementale et tout ça. Alors, c'est excessivement intéressant. Il y a mon ami Stéphane qui m'a dit « Je suis là, bon midi mon chum, bon midi à toi aussi Stéphane ». Alors, Stéphane qui a fait une vidéo tout à l'heure, je suis allé l'écouter. Alors, moi, j'adore toujours écouter Stéphane. Alors, c'est super intéressant ce qu'il dit et ce qu'il fait, surtout au niveau de ses entrevues. Alors, allez sur sa page Facebook, vous allez énormément vous amuser, passionné de BD. C'est ce qu'on est tous ici, j'espère. Alors, c'est ça, il nous a donné vraiment des belles séries. Il mélange tout le temps ce côté horreur-là. Et ici, ça fait pas exception. Je vous dirais qu'il y a un petit mélange de 1984 à l'intérieur de ça, parce qu'il y a comme deux factions qui sont complètement imaginaires, puis un ennemi qu'on voit jamais tout le long, qui est comme là, mais on ne sait pas s'il existe, on ne sait pas s'il est là comme propagande, on sait rien. Et là, on a vraiment ce petit côté militaire-là, le bunker, une place où on va vraiment essayer de défendre les territoires. Et au-dessus de tout ça, il y a la montagne. Cette grande et immense montagne qui on l'apprend tout au long de l'histoire, abrite quelque chose d'encore plus dangereux. Et puis, le personnage principal va être attiré par cette montagne-là. Et le tome 1 est vraiment une introduction à ce monde-là. C'est noir, c'est dark, c'est oppressant, c'est pas le fun. Il n'y a aucun plaisir dans cette BD-là. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Ce n'est que du noir, ce n'est que de la pression. C'est froid, c'est dans les montagnes. On veut pas être là. On veut pas participer à cette histoire-là. On veut s'éloigner de cette histoire-là. Et c'est ce qui fait la force de ce duo d'auteurs-là, c'est d'avoir réussi à mettre cette ambiance-là, parce que c'est une BD d'ambiance. Mais il faut vraiment aimer cette ambiance-là. Si vous n'êtes pas amateur d'horreur, si vous n'êtes pas amateur de ce style-là, c'est sûr que vous allez trouver ça un peu plus long. Hein? Mais par contre, si vous aimez les histoires style Lovecraft, toutes ces histoires-là, les histoires un peu plus d'horreur, vous allez adorer ça. Côté dessin, c'est vraiment magnifique. Christophe Beck, il dessine un dessin extrêmement réaliste, des fois proche de la photographie. Et dans cette BD-là, il va vraiment changer de style de page en page. Des fois, il va faire des plans vraiment où on voit le visage très bien défini, puis d'autres où ça va être un peu plus flou. Alors, ça vient vraiment nous rajouter ce côté un peu plus mystérieux à l'intérieur de cette BD-là. Alors, moi, j'ai adoré ça. Alors, oui, Stéphane me dit, est-ce qu'on doit la lire? Oui, vous devez la lire. Effectivement, vous devez la lire. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur que Beck a fait pour l'instant. C'est le tome 1, c'est une introduction. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, une belle introduction. J'ai énormément hâte de lire le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, parce que la finale du tome 1 nous rouvre la porte pour une histoire plus grandiose. Et le côté monstrueux de ce qu'il y a dans la montagne, on le voit un peu avec un personnage, puis il nous l'introduit, puis on va en savoir plus. Et c'est ça, les bonnes BD, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne une page, on va en tourner un autre. On veut la lire le plus rapidement possible. Mais c'est dur. Je veux dire, c'est pas facile comme BD. Je vais vous montrer des images, là. J'allais dire ambiance Lovecraft. Ouais, c'est clairement une ambiance Lovecraft, là. Puis je pense que Beck s'en cache pas, là, dans la majorité de son œuvre. On voit vraiment, c'est une ambiance Lovecraft dans beaucoup de ce qu'il fait. Puis, écoute, c'est un scénariste, un dessinateur, c'est un créateur extraordinaire, Christophe Beck. Et ici, je veux dire, on a quelque chose de quand même là très, très, très bien fait. Pour moi, là,
Alors, je vais vous montrer quelques trucs, quelques images. Je vais vous montrer un peu le style de M. Beck. Hein? Les couleurs, hein? C'est vraiment extraordinairement classé comme couleur. Écoute, on est frigorifié. À chaque page qu'on tourne, on est frigorifié. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir là, la personne qui disparaît dans les airs sans aucune explication. Alors, tout ce côté-là, là, la montagne, la fameuse montagne, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'y cache. Qu'en est-il de cette montagne-là? Hein, regardez ça, la qualité graphique au niveau des décors, au niveau du visuel, au niveau des visages aussi. Hein, Christophe Beck, je vous l'ai dit, des dessinateurs très, très réalistes. Alors moi, j'ai énormément aimé ça. Personnage un peu caricatural quelquefois. Hein, le gros méchant est vraiment extrêmement méchant. L'homme avec l'œil de pirate un peu misogyne, ça fait vraiment un peu communiste. Là. On a vraiment comme un petit côté là, petit côté communiste à l'intérieur de cette BD-là. Peut-être une façon de dénoncer ça là, au niveau de ça. Je vais essayer de vous montrer une des planches extraordinaires. Alors, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Écoutez, non. Moi, je ne peux pas en dire plus. Alors, c'est ça. Dupuis, Bonnecoeur, Christophe Beck, Stéphane Bédaire, je vais le répondre. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est pas grave. Il se reconnaîtra s'il m'écoute. Magnifique couverture. C'est une très belle introduction. J'ai énormément adoré, mais c'est pour les amateurs d'horreur. Je vous le dis tout de suite parce que c'est très, très angoissant comme BD. Moi, j'ai trouvé ça excessivement angoissant. Puis, je ne peux pas faire autrement. Ah! Là, on tombe dans du lourd. Du très lourd. La religion. C'est aux éditions Casterman et c'est le tome 2, Orlandu, le tome 1 qui était sur Thanazar. La religion, c'est une adaptation d'un roman qui a été publié, je crois, dans les années, je ne me souviens pas, dans les années, au début des, je faisais 2008 ou 2009, peut-être que je vérifie, mais c'est de Tim Wilcott qui a écrit ce roman-là, et ça parle d'un fait historique, alors c'est historique fiction, hein? C'est vraiment sur le grand siège. Il y a eu un grand siège à une époque, à peu près en 1500, en 1560, le grand siège de Malte. Et à l'intérieur de ça, bon, on a un personnage qui va être Thanazar, qui va être un genre de capitaine il a été, dans sa jeunesse, capturé par les Arabes, les Ottomans. Et puis, il va devenir ce qu'on appelait à l'époque un janissaire. Un janissaire, c'était un membre des corps d'élite de cette équipe-là, de l'Empire ottoman. Et il va, par la suite, se libérer de tout ça. Et il va devenir un marchand d'armes, un marchand d'opium, un marchand de tout ce que de drogue. Et il va être amené dans le tome 1 à Malte pour prendre part à la défense du siège. Et puis, parce qu'il connaît, bien entendu, la tactique des Ottomans, puisqu'il a été dans le corps d'élite. Et là, on va vraiment rouler autour de cette histoire-là, mais il va y avoir à l'intérieur de tout ça énormément je ne veux pas dire le mot méchant, mais il va y avoir des crosses politiques à l'intérieur de tout ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de trucs qui vont se faire envers les personnages. Il y a une histoire également d'un petit garçon, de Dame Clara, qui a perdu son fils. Alors, Thanazar va vouloir aller le retrouver. Écoutez, c'est excessivement compliqué à décrire, tellement l'histoire est riche. C'est Benjamin Legrand qui a travaillé sur Transpersonnage avec Jean-Marc Rochette. Ça veut tout dire, là. Le scénario est extraordinaire. Je ne peux pas faire de comparaison avec le roman parce que je n'ai pas lu le roman. Et moi, mesdames et messieurs, je vais vous faire un aveu présentement. Quand j'ai pas lu quelque chose, j'en parle pas. Je vais vous dire, oui, je peux vous le présenter pour vous dire, ah, j'ai reçu cette BD-là, je vais vous lire la 4e de la couverture, je vais vous dire, ça a l'air intéressant. Pas plus que ça. Je peux pas commencer à dire que oui, c'est une très bonne adaptation, c'est pareil que le roman de Wheelock, je l'ai pas lu le roman, alors j'en parlerai pas. Je pense que se fier sur des
se fier sur des résumés sur Wikipédia pour parler d'un livre, d'un film ou d'une BD, c'est excessivement malhonnête et c'est un raccourci intellectuel que moi, je ne prendrai jamais. Alors, toutes les BD que je vous parle aujourd'hui, c'est des BD que j'ai lues. Alors, quand je parle de roman, c'est parce que je l'ai lu. Alors, puis si je vous le présente, c'est parce que je ne l'ai pas lu et que j'ai l'intention de le lire. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Malte, 1565. Les chevaliers chrétiens de l'ordre des Hospitaliers, aussi nommés la religion, se préparent à l'invention de l'île par Soliman le Magnifique et ses 45 000 lions de l'islam. Ça, en passant, c'est véridique, c'est historique. À 1 contre 5, le combat semble perdu d'avance et le siège qui se prépare s'annonce d'une violence inouïe. C'est excessivement violent. Je vais vous montrer des pages à l'intérieur, vous allez voir. Pour parer à la faiblesse de ses troupes, le grand maître de la Valette décide de convoquer Mathias Tannhäuser. Ancien génocide du sultan devenu trafiquant d'armes et d'opium, il connaît parfaitement les deux camps. Indifférent aux intérêts de l'ordre, il ne s'engage dans le conflit que pour venir en aide à la comtesse Carla et le Ponorier, signant leur allée simple pour l'enfer. Survivez-vous au plus grand siège de l'histoire, un récit épique en 4 volumes adaptés du best-seller de Tim Wilcock. Alors, autant que j'avais aimé le 1 parce qu'on nous présentait le personnage de Tannhäuser, qui est un personnage très, très bien développé à l'intérieur de tout ça. On voit ses motivations très personnelles, mais également quelqu'un qui est toujours là pour aider. Très, très violent. C'est un ancien combattant, on le sent. Il n'a pas peur d'aller au combat, il n'a peur de rien. Mais c'est également quelqu'un qui est extrêmement intelligent, tacticien hors pair. Alors, on a un beau personnage et qui évolue à partir du premier ou du deuxième, qui change également parce qu'il va vraiment prendre sous son aile la dame Clara pour pouvoir l'aider. Et à l'intérieur de ce volume-là, il part à la recherche du jeune garçon, qui est lui, en tant que tel, qui est le fils de Clara, qui était perdu. Et puis, il va passer une partie de la BD à aller la chercher. Et, bien entendu, à côté de ça, on a le fameux siège qui va se réaliser vraiment là, 5 contre 1, c'est épouvantable. C'est les vagues de soldats d'Ottoman qui vont vraiment s'écraser contre les murs. C'est une guerre sans merci, sans aucune demi-mesure. C'est extrêmement violent, les canons, les musquets, les armes, tout y passe à l'intérieur de ça. Et c'est sublime. L'histoire est bonne, on embarque là-dedans. On veut vraiment connaître la fin. Les interactions des personnages sont extraordinaires. La mise en scène de Luc Jacamon. Luc Jacamon qui nous avait donné Le Tueur. Si vous avez une série à lire dans votre vie, là, Le Tueur, lisez ça. C'est magnifique, écrit par Mats. Alors, la mise en scène est extraordinaire. Le scénario, le dessin, tout colle à l'intérieur de cette BD-là. Je vais vous montrer des pages. Écoutez, c'est exactement là, je tombe directement là-dessus. Écoute, c'est rare qu'on voit ça, des doubles pages comme ça. Là. Première double page. Scène de combat. Je vous l'ai dit, c'est violent, c'est ragoûtant. On tombe après ça sur une deuxième double page. Extraordinaire, la couleur rouge, on sent vraiment la chaleur, on a chaud. On a peur, on sent les cris, on a vraiment l'impression d'avoir l'odeur du combat, l'odeur de la chair brûlée, l'après-combat, les cadavres, tout est magnifique à l'intérieur de ça. Bien entendu, ça ne parle pas rien de bagarre. Là, je vous montre le petit côté un peu plus rustique, là, un peu plus... regardez-moi ça là. La qualité graphique de Jacamon, c'est extraordinaire. Je veux dire, ce gars-là dessine, il est bon. On y croit, la perspective, la couleur aussi, là, vraiment, là, c'est vraiment sublime. Puis je vais vous montrer le personnage principal, d'une façon qu'on veut mieux le voir un peu. Là. Le fameux siège, une partie de la ville là, qui est assiégée. Vraiment, là. On voit vraiment les défenses. Et le personnage principal, bien entendu, qui est... Où te caches-tu? Où te caches-tu? Ben, je vais en trouver une belle photo pour bien vous le présenter parce qu'il est tellement bien fait. Tellement bien présenté. On le voit ici. Un peu, là, avec ces fameux tatous de janissaires à l'intérieur de tout ça. Alors,
j'ai pas de point faible à cette BD-là. Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai tout aimé. J'ai trouvé ça épique, j'ai trouvé ça dynamique. Ça se lit tout seul, il n'y a aucun problème de lecture. La mise en scène est parfaite, les dessins sont parfaits. L'histoire colle, on veut vraiment, on comprend les interactions, c'est excessivement cohérent, on comprend pourquoi les personnages font ça. On a seulement hâte au tome 3, là, ça c'est clair et net parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui arrive. Parce qu'à la finale, ben, on voit vraiment Tannhäuser qui est excessivement blessé. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. On se doute qu'il ne mourra pas, bien entendu. Hein? Je veux dire, c'est clair, là. Mais on voit le jeune garçon à la fin. C'est ce jeune garçon-là qui courait, qui essayait d'aller récupérer. Alors, une magnifique série et qui m'a donné le goût de lire le roman. Et je vais le lire, ça, je peux vous le jurer. Et c'est ça, les adaptations BD, quelquefois, quand ça part d'un roman, ben, ça te donne un aperçu de ce que le roman est. Après ça, ben, ça te pousse à aller plus loin. Il faut faire cet effort-là, il faut le faire, l'effort. Alors moi, je vois ça, je lis ça, puis je me dis, oh, si le roman est probablement beaucoup plus développé que ça, je veux le lire. Je veux vraiment m'imprégner de ça. Alors, ça va être une de mes prochaines lectures. Alors, La Religion, c'est chez Casterman, et c'est Legrand et Jacques Hamon au dessin et Legrand au scénario. C'est adapté de Wheelock. Alors, c'est une superbe BD. Vraiment magnifique. Je termine avec le meilleur. J'ai gardé le meilleur pour la fin, comme on dit. Tadam! Je ne connaissais pas ça. Tyler Gross de Fabien Nourri qui nous a donné, entre autres, le très, très bon Kataka avec Vallée et Je suis Légion à l'époque. Et Bruno, que je ne connaissais pas du tout au niveau du dessin. Tyler Gross, c'est du polar noir, c'est réellement une... comment je pourrais dire ça? Ça se passe dans les années 50, c'est pendant tout le côté mafia, le côté violent, tout ce côté ce petit côté voyons, criminel-là. Et puis, on va suivre les aventures. Ça, c'est le tome 3. Hein, fait que j'ai du rattrapage à faire. On va suivre, bien entendu, les aventures de Tyler Cross. Tyler Cross, qui est un mafieux, qui est considéré, je vous dirais, comme un tueur à gages, mais c'est quelqu'un qui va vraiment partout. Alors, c'est pas un gentil, c'est pas un tendre. Et cette BD-là n'est pas une BD tendre non plus. Ça vient vraiment jouer dans les codes du roman noir de la façon parfaite. Je veux dire, c'est... premièrement, il y a un narrateur qui est omniprésent, qui est omniscient, qui parle toujours, qui discute avec nous, mais qui va également discuter avec les personnages, qui va vraiment donner des conseils aux personnages. On ne sait pas c'est qui ce narrateur-là. Au début, on pense que c'est Tyler, mais à un moment donné, on se pose des questions de savoir si on ne sait pas vraiment c'est qui. C'est vraiment comme une personne au-dessus de cette histoire-là qui nous la raconte et qui va vraiment interagir avec les personnages. C'est super bien écrit. Cette narration-là est extraordinaire. Le dessin, les couleurs collent parfaitement avec le style, ce style de bandit-là, de criminel, de mafia. Et là, je vais vous montrer rien les premières pages, les 4-5 premières pages, aucun dialogue. Rien que des images, rien que des dessins. Quand on parle d'une mise en scène réussie, où ce que le dessin vient supporter le scénario de façon magistrale, on l'a ici. Là. Je vais vous les montrer parce que ça vaut la peine. Hein? Honnêtement, là, hein, on voit la jeune femme qui prend son bain. Remarquez la couleur, les lignes claires, hein, l'ombre, le jeu de la lumière, c'est magnifique. On voit qu'elle est en mauvaise posture, bien entendu. Et là, on se demande qu'est-ce qui est arrivé, mais on s'en doute. On la voit dans un coffre, on voit les gens qui l'amènent, on la voit nue dans le coffre. On le coule du béton dessus. On la voit disparaître. On la voit, le bloc de béton s'installer. Là, il n'y a pas de texte. Et on commence l'action comme ça. Bang. Et là, la couleur embarque. Et on part avec l'interaction. La fille est une pro. Elle voit venir la suite. Et elle se fout complètement qu'il y a un meurtre ici cette nuit. Elle ne veut pas qu'il y en ait deux. Et là, c'est le narrateur. C'est toujours comme ça. Et là, on a le personnage qui parle. Je ne dirai rien à personne. Vous pouvez me faire confiance.
il l'a fait taire à coups de crosse. Et là, on a l'action. On le voit. Écoutez, c'est extraordinaire. Je suis vraiment menu du soir, classique T-bone pour lui, salade César pour elle, campagne français à vitamine et sexe. Hôtel Full Blue, chambre 914. Une suite avec balcon, vue imprenable sur la piscine et Miami Beach. Parfait pour un suicide. Écoutez, c'est comme ça tout le long. C'est une histoire extraordinaire qui n'a rien envie à tous les romans noirs que j'ai lus dans ma vie. C'est vraiment très, très beau. Le dessin, pour moi, est un style vraiment carré, un style qui colle. Les méchants ils ont toute la face un peu plus carrée, tout ça. Les femmes sont un petit peu plus rondes. L'expression des visages, ça peut paraître très enfantin comme dessin, mais tout est pensé à l'intérieur de tout ça pour vraiment rajouter au niveau de l'ambiance. On voit Tyler Gross, les yeux blancs, on sent vraiment sa haine, sa force à l'intérieur de tout ça. Le jeu des couleurs sombres, des couleurs terre, vraiment. On va vraiment toujours dans ce style-là au niveau des couleurs. Écoutez, hein? On parle pas, là. Hein? Tout ce qu'on voit, mercredi, la femme, la douche, les lunettes, l'œuf, le café. Hein? On n'a pas besoin d'en dire plus. On n'a pas besoin de l'expliquer. On le voit. On le sent. C'est parfait. C'est une mise en scène extraordinaire. C'est violent, je vous l'ai dit. On la sent, cette violence-là. Cette violence brute. Cette violence qui vient vraiment nous chercher, qui nous rentre directement dans les veines. On sent que ça fait mal. On le voit. On n'a pas besoin d'avoir des pifs, des pafs, des poufs. Il n'y a rien. Seulement des images, seulement de l'interaction. Ça coule tout seul, ça se lit tout seul, ça roule tout seul. Et bang, on la sent, cette douleur-là. Le cigare, le scotch, la peur dans les yeux, les larmes. BD, scotch et cigare. Vous prenez ça avec un bon scotch, un gros cigare, vous vous asseyez, vous lisez ça, et puis vous êtes heureux. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Vous êtes heureux. C'est vraiment sublime. C'est vraiment réellement une de mes meilleures lectures cette année. Je ne l'ai pas mis dans mon texte que j'ai fait sur mes lectures d'été parce que je venais de le recevoir et je n'avais pas eu le temps vraiment de bien la lire. J'étais à ma deuxième lecture. Fait que, oui, je pense que je l'ai mis, mais je l'ai mis vraiment rien à la fin avec rien qu'un petit texte pour dire que c'était une belle histoire. Je n'avais pas élaboré parce que j'ai pas eu le temps encore vraiment de faire mon article écrit, parce que je vais faire un article écrit sur Tyler Cross parce que c'est trop, pour moi, c'est vraiment une trop belle lecture que j'ai eue. Alors, présentement, c'est dans mes 5 meilleurs que j'ai lus cette année. Je voudrais que dans le top 3, là, avec la Horde des contrevents, puis Half-Life, là, c'est pas mal dans mes bests. Là. Tyler Cross, Miami, très, très belle BD. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de semaine, une bonne fête du Canada, puisque lundi, on ne travaille pas. Si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air, vous pouvez le partager. Sinon, ça ne me dérange pas. Vous pouvez mettre un bonhomme colère, ça ne me dérange pas non plus. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez les rajouter dans les commentaires ici ou m'envoyer un message privé. Ça va me faire énormément plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vais vous souhaiter à tous une très, très bonne fin de semaine de BD. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Ça va être vendredi prochain. Je ne sais pas de quoi je vais parler. On va y aller comme ça. J'ai encore plein de trucs à lire, plein de choses à lire. Alors, on va voir ça. Bye bye.